Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne d'Epaninfo, l'informatique pour tous. Je suis Victor et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, une petite présentation, une petite vidéo sur un phénomène qui se développe de plus en plus, les cryptovirus et ransomware. On pense tous être à l'abri, mais détrompez-vous. Alors, d'abord une petite définition, celle-ci vous pouvez la lire. Elle est officielle, c'est une définition d'une agence gouvernementale française. Un ransomware, c'est un logiciel malveillant dont la technique va consister à chiffrer vos données personnelles et à demander une rançon en échange de la clé de déchiffrement. Clé qui, une fois sur 25, n'arrive jamais. Il s'agit de la plus importante menace depuis les 3-4 dernières années. Tout d'abord, en 2012, on a vu apparaître le virus gendarmerie. Virus gendarmerie ou virus Interpol en fonction des pays. Ou virus FBI, on a aussi vu virus FBI. C'est un virus qui bloquait l'ordinateur mais qui ne cryptait pas les données. Ça, c'était la première phase. Il remplaçait un programme de votre ordinateur qui s'appelle Explorer.exe, à ne pas confondre avec Internet Explorer. Le programme Explorer.exe de Windows, qui est le programme qui gère l'ouverture de session et qui gère l'affichage de votre bureau et de vos dossiers. Donc, vous arriviez sur votre ordinateur et vous voyez une petite page d'accueil comme celle-ci, bourrée de fautes d'orthographe généralement. Euh, voilà, bourrée de fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. Euh, Là, les pirates n'avaient pas encore assez de sous pour s'acheter des bécherelles. Fin 2013, on a vu apparaître le virus de type CryptoLocker, donc cette fois-ci le virus gendarmerie. Virus gendarmerie CryptoLocker qui est un malware autonome, c'est-à-dire qu'en fait il embarquait, lui, la clé de chiffrement. Vous alliez sur des sites, par inadvertance, vous récupériez ce logiciel espion, il avait la clé, il chiffrait en arrière-plan vos données sans que vous vous en rendiez compte. Et à ce moment-là, vous voyez apparaître, une fois le chiffrement terminé, une petite page un petit peu dans le même style que la page précédente, mais un peu mieux faite. À croire qu'ils avaient embauché des, des graphistes. Et qu'ils avaient eu un peu d'argent pour s'acheter des bécherelles parce qu'il y avait de moins en moins de fautes d'orthographe et de grammaire. Et de moins en moins de fautes de français. Généralement, les sociétés d'antivirus, quelles qu'elles soient, fournissaient un logiciel de déchiffrement et ça vous permettait de récupérer vos données. Allez, on va dire au bout de 2-3 jours, vous aviez vos données. Le temps que les sociétés d'antivirus trouvent la clé de déchiffrement. Et donc depuis fin 2015, on voit apparaître nouveaux types de ransomware, en l'occurrence cryptovirus ransomware. Il y en a de plein de sortes. Ils ont tous un nom différent. Ici, en l'occurrence, c'est CTB Locker. On a eu virus Zeus, virus Zepto. Des jolis petits noms. Excusez-moi, jolis petits noms. Donc le principe était simple, une faille de sécurité, vous receviez un spam avec un logiciel espion, par exemple. C'est juste un exemple, hein. Une fois que vous ouvriez cette pièce jointe, le logiciel espion se télécharge depuis le centre de commande, le serveur de commande et contrôle. Voilà, le malware en lui-même n'était pas inclus dans la pièce jointe, contrairement à ce qu'on peut entendre. Il télécharge le malware avec la clé de chiffrement depuis le serveur de contrôle, comme j'ai dit tout à l'heure. Une fois que c'est fait en arrière-plan, il crypte vos données. Le principe est le même que le précédent. Et une fois qu'il a fini de crypter toutes vos données, les données bureautiques, les données photos, les données vidéo, tout ce qui a de l'importance généralement, ce serait pas drôle sinon, euh, tout ce qui a de l'importance est crypté, et donc vous avez sur votre ordinateur des fichiers qui se terminent avec des extensions, comme je vous ai dit, en .ctb, .zepto, .zeus, .tor, nous avons eu aussi le .tor.
Voilà, et donc vous avez une rançon qui s'affiche à l'écran, un petit pop-up, une petite page d'accueil qui vous demande de crypter, de payer une rançon, généralement en monnaie électronique, PayPal, Bitcoin, pour éviter de laisser des traces, bien évidemment. Et donc, une fois éventuellement que vous payez, c'est là où on arrive au point important où il ne faut surtout pas payer, comme j'en ai entendu certains. Si vous payez, vous n'êtes pas sûr que la clé de déchiffrement que le serveur de contrôle de virus, enfin de malware va vous envoyer soit la bonne. Et en plus, vous serez considéré pour les pirates comme un payeur facile. Et alors là, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous allez rechoper un virus toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et vous en finirez jamais. Voilà. Donc par contre là, l'inconvénient si vous ne payez pas, bien évidemment, vous n'avez aucune chance de récupérer vos données. Mais si vous payez, c'est pareil. Comme je vous ai dit, vous avez vraiment une chance sur 2, 3, grand maximum, vraiment grand maximum de récupérer vos données si la clé de chiffrement est la bonne. Donc, est-ce que ça vaut le coup de payer C'est à vous de juger, mais vous serez encore plus vulnérable si vous payez. Comme je vous ai dit, ils vont vous considérer comme payeur facile, donc ce sera pas. Vous allez en choper encore plein. Les vecteurs d'infection, donc comme je vous ai expliqué, le virus avec la pièce jointe, par exemple un virus d'un opérateur mobile qui vous dit votre facture n'est pas payée. Généralement, c'est les opérateurs mobiles qui ont des, pour que ça paraisse inaperçu, qui ont des forfaits pas chers. Les forfaits à 2 euros, 4 euros, 5 euros. Donc vous recevez avec une facture, avec un fichier facture.zip ou facture.docx ou facture.odt. Donc si c'est un .zip, vous allez cliquer sur la pièce et automatiquement ça va lancer un petit fichier de commande qui va dialoguer avec le serveur, récupérer le malware et comme on a vu tout à l'heure, crypter vos données, etc. Si c'est une pièce jointe de type bureautique, vous allez voir que vous allez avoir un fichier texte illisible et qui va vous demander si ce fichier est illisible, cliquez ici pour activer les macros. Vous allez cliquer et à partir du moment où vous cliquez, en arrière-plan, bon, votre fichier sera toujours pas lisible, mais il va crypter toutes vos données. Et à la fin, va vous demander la rançon. La rançon, généralement, c'est 200 à 300 euros, voire 500 grand maximum. J'ai cru entendre dire que depuis le début, ça se chiffrait en milliards de dollars, l'argent que les pirates avaient récupéré. Après, voilà, faut relativiser. Si c'est un hôpital qui se fait pirater, les données personnelles d'un hôpital, c'est très très important. Euh, Peut-être que là-bas, les ressources informatiques, les directions de ressources informatiques vont décider de payer la rançon pour récupérer toutes les données. Et ensuite, faire tout ce qui est en leur pouvoir pour renforcer leur sécurité. Euh, voilà. Mais après, moi personnellement, ce que je vous conseille pour du perso, ne pas payer. Ne pas payer, ça ne sert à rien. Euh, voilà. Autre vecteur d'infection. Donc là, c'est un peu moins utilisé par les personnes, enfin par les familles chez vous. C'est les connexions bureau à distance. Surtout utilisées dans le milieu professionnel. Par exemple, si vous faites du télétravail, vous télétravaillez de chez vous, vous vous connectez au serveur de votre société avec un utilisateur Windows qui s'appelle connexion bureau à distance. Et il suffit que vous n'ayez pas de mot de passe, ou un mot de passe très simple. Et donc à ce moment-là, enfin c'est pas à proprement dit vous qui allez infecter le serveur, c'est des attaques informatiques sur les boîtiers de sécurité des entreprises. Ils attaquent justement le port de connexion bureau à distance, le port TSE de Microsoft, en essayant avec des comptes simples, par exemple comptabilité, ressources humaines, et en essayant tout un type avec un dictionnaire de mots de passe, un robot qui va tester des mots de passe alors, le pire, c'est ne pas mettre de mots de passe, et jusqu'à des mots de passe assez simples comme votre date de naissance, votre numéro de téléphone. Euh, Ne parlons pas de si vous mettez les 4 chiffres de votre carte bleue. Là,
Ça fait double infection, double problème. Et enfin, les sites de téléchargement. Autant les sites de téléchargement illégaux, le peer-to-peer, le torrent, que les sites de téléchargement légaux. Des sites, je ne les citerai pas pour ne pas leur faire de la mauvaise pub et j'ai pas envie non plus d'avoir un procès aux fesses. Des sites qui, quand vous téléchargez un logiciel quelconque, Adobe Reader, Flash Player, des... peu importe, hein, vous téléchargez le logiciel et quand vous lancez l'installation, il vous rajoute des petits programmes, des petits malwares ou spyware, enfin c'est à peu près la même chose, malware et spyware. Spyware c'est espion et malware c'est logiciel malveillant. Et donc ça fait des sources, enfin des failles de sécurité dans votre ordinateur et ça peut être vecteur d'infection pour ces cryptovirus. Les causes de ces cryptovirus, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mot de passe très simple ou pas de mot de passe. Évitez votre numéro de téléphone, votre date de naissance, votre numéro de carte vitale, la date de naissance de votre chien, le nom de votre chien, le mot password en anglais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est des mots de passe qu'il ne faut pas utiliser. D'ailleurs, c'est impressionnant le nombre de mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on trouve sans forcément vouloir faire du mal, hein, mais sur des équipements professionnels, c'est très inquiétant. Les mises à jour, bon là en l'occurrence j'ai mis un petit logo d'une vieille version de Windows, certains l'auront reconnu, Windows XP qui n'est plus valable depuis 2014. Alors là si vous avez du Windows XP, changez d'ordinateur, ou réinstallez-le. Si vous avez du Windows 8, Windows 7, Windows 10, faites vos mises à jour avec Windows Update. Les navigateurs Java, non pas les navigateurs, c'est après les navigateurs, les plugins Java, Flash Player, Adobe Reader, plus ils sont obsolètes, plus ils ont de failles de sécurité. Et bien sûr les navigateurs, comme j'ai dit auparavant, tous autant qu'ils sont. J'ai volontairement pas mis le logo du navigateur Edge, ça c'est une raison personnelle. Et bon, j'ai oublié aussi les suites bureautiques, Office, OpenOffice, Word, Excel, voilà, tout ce qui sert traitement de texte, tableur. Faites les mises à jour, c'est très important. Préconisation technique pour tout simplement éviter pas d'avoir ce virus, parce que si vous l'attrapez, vous êtes quasiment sûr un jour ou l'autre de l'attraper. Il y a plus de chances d'attraper un cryptovirus que de gagner au loto. Faites des sauvegardes, très souvent sur des supports séparés de vos données. Ne laissez pas vos sauvegardes branchées à l'ordinateur et éventuellement faites des sauvegardes dans ce qu'on appelle le cloud, l'informatique dans le nuage. Il y a des clouds très bien, des clouds souverains, des clouds français, ce qui évite d'aller héberger vos données aux États-Unis ou en Russie ou en Corée du Nord ou en Syrie. Actuellement, c'est pas trop. Enfin, en Syrie, je doute qu'on puisse héberger des données. Ensuite, faites vos mises à jour, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les mises à jour Windows, Office, OpenOffice, Java, Flash. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, on mettra tous les liens dans la description. Les téléchargements aussi, privilégiez, j'ai oublié d'en parler. Pour les téléchargements, privilégiez les sites des éditeurs. Si vous voulez télécharger un logiciel gratuit de sauvegarde, vous allez sur le site de l'éditeur. Vous n'allez pas sur des sites comme des sites, voilà, je ne vais pas dire de nom toujours, mais sur des sites généralistes où ils vous proposent plein de téléchargements de tout et de n'importe quoi. Et enfin, les antivirus. Avoir absolument un antivirus à jour. Antivirus gratuit, ça ne sert à rien pour du perso d'avoir un antivirus payant. Vous en avez des très bien. Vous avez Avast qui est gratuit, vous avez AVG, alors, je ne sais pas s'il est encore d'actualité celui-là, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Vous avez Sophos Home qui est très bien aussi, voilà, ils se valent tous à peu près. Après bon, pour du professionnel bien évidemment, c'est mieux d'avoir des outils, des consoles de gestion, de déploiement d'antivirus et tout ça. Ensuite,
préconisation niveau utilisateur. C'est tout simple, ayez des mots de passe compliqués, au moins 10 caractères. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Au moins 10 caractères avec des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, des dollars, des arrobases, des points d'exclamation, des pourcentages. Et de préférence, bien évidemment, ne mettez pas le même mot de passe partout. Parce que si un virus ou un malware arrive à trouver votre mot de passe, il va pouvoir aller sur tous vos comptes. Vos comptes de messagerie, vos comptes de banque. Mais généralement, les comptes de banque, c'est un peu plus sécurisé. Absolument tous vos comptes. Et enfin, faites attention aux liens sur lesquels vous cliquez. Même sur des sites internet. Sur des sites internet, des rumeurs avec des titres en gros. Ce qu'on appelle vulgairement non, j'allais dire du putaclic, mais putaclic c'est sur YouTube et c'est pas si dangereux que ça. C'est vraiment juste pour faire du buzz. Mais voilà, les pièces jointes, si vous recevez un mail d'un opérateur de téléphonie mobile, pour ne pas les citer, non, je ne dirai pas de nom, avec une facture impayée, ne l'ouvrez pas. Mieux vaut ne pas l'ouvrir. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez vraiment une facture à payer, ils sauront vous contacter par téléphone. Bien évidemment, je préfère leur dire, ne communiquez jamais à des gens que vous ne connaissez pas les numéros de votre carte bleue. Hein. Bon, sauf à nous, si vous voulez nous donner de l'argent, mais voilà. On va même éviter ça. Hein. Nous, on vous demandera jamais ça, que ce soit pour acheter du matériel ou quoi que ce soit. Et donc, on en arrive là. Donc, merci de m'avoir suivi, de nous avoir suivis sur la chaîne des Paninfos. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur les petits oiseaux. Donc, la page, c'est despaninfos _MV. On voit pas le underscore étant le tiret qu'il y a sous la touche 8. Sur Facebook, la chaîne Despaninfos MV, tout attaché. Et sur Tipeee, là c'est pareil, donc c'est si vous aimez notre chaîne, si vous voulez contribuer à notre chaîne, à l'évolution, vous pouvez aller sur notre chaîne Tipeee, notre page Tipeee, veuillez m'excuser. Et bien évidemment sur YouTube, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, on peut vous dépanner, on peut vous donner des infos, des trucs astuces, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des Paninfos.